Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce panel consacré à l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest. Un sujet très intéressant au cœur des enjeux de croissance de notre époque. Tout d'abord, je tiens à remercier nos invités et je vous demande de vous présenter brièvement en quelques mots. On commence par moi du coup. Oui. Donc, bonjour et merci de me recevoir ici. Je suis Stéphano Amekoudi, Patrick Stéphano Amekoudi, un peu plus de 15 ans d'expérience dans le pilotage de projets de développement, projets de coopération internationale et de développement sur les questions du numérique pour le développement numérique en santé. Le dernier projet que j'ai mis en œuvre, je l'ai fait pour l'Agence belge de développement, donc en numérique en santé au Sénégal, et un deuxième en partenariat avec l'Agence française de développement en accompagnement micro, petites et moyennes entreprises, exactement 200 au Sénégal également, pour les accompagner à se doter d'outils numériques pouvant améliorer leur résilience et leur croissance face aux différentes crises que nous pouvons connaître. Merci. Merci beaucoup. Monsieur D'accord. Bon. Bonjour à tous. Je suis Tenon Koulibaly, on va dire ingénieur informaticien en génie logiciel. Et je suis également cofondateur de la startup Digital Smart Trash qui intervient donc dans la collecte sélective, donc dans le tri et la valorisation des déchets solides non dangereux. Nous intervenons en Côte d'Ivoire et nous sommes sur 5 filières de déchets, notamment le plastique, le verre, la matière organique, le papier. Et brièvement présenté. Merci. Merci. Bonsoir, Vincent. Je suis directeur général dans une société qui s'appelle Femmes Automobiles. Et on pense avoir réglé le problème de l'électrification en Afrique. On est même quasiment sûr. On est des industriels qui sommes rassemblés autour d'un projet qui est la petite voiture qui est dehors. D'ailleurs, désolé, je suis peut-être tombé malade parce que moi, à l'instar de... Je pense de... Non, parce que vous étiez tous à l'intérieur. Donc donc moi, j'étais dehors toute la journée. Donc je pense que je suis tombé malade. Donc excusez-moi si je renifle ou je tousse un peu. Donc voilà, donc on a monté un produit, on a travaillé un produit qui est finalement qui déplace de l'énergie, qui est capable de stocker, de déplacer de l'énergie et surtout de le redistribuer. Et donc on a pour volonté de se concentrer et de travailler avec le continent africain pour les aider une bonne fois pour toutes à régler avec eux, puisque nous on n'est qu'un moyen pour arriver à une finalité, de régler les problèmes d'électrification et surtout qui nous aident à innover, parce qu'on a besoin d'eux pour grandir et pour innover. Enchanté. Et bonsoir à toutes et tous, je suis Julien Dupont, je m'occupe des incubateurs de Kedge. Moi j'ai travaillé depuis 6 ans en entrepreneuriat, School Lab à Paris, au Vietnam, à Kedge sur Paris, Bordeaux, Marseille, mais aussi sur des programmes que l'on mène au Sénégal, en Côte d'Ivoire, notamment avec des partenaires qui sont aujourd'hui présents, l'IRD, Expertise France, et aussi avec une filiale de Kedge qui s'appelait BEM Dakar, qui est la première business school d'Afrique de l'Ouest, sur laquelle on a ouvert un incubateur avec eux il y a 2 ans. Donc voilà, je vais leur filer dans 15 minutes, mais en tout cas ravi de commencer cette conférence avec vous. Enchantée. Comme vous le savez tous et comme ça a été mentionné aujourd'hui plusieurs fois dans plusieurs panels, l'Afrique de l'Ouest est un continent en pleine mutation avec l'émergence d'une nouvelle génération jeune, très dynamique, qui est en train de contribuer fortement à la redéfinition des contours de l'économie. La transformation digitale en particulier est un accélérateur de croissance qui ouvre plusieurs perspectives dans plusieurs secteurs d'activité. Enabel, à travers ses initiatives, notamment l'initiative DigiBoost au Bénin, s'est fortement impliqué dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs en Afrique et a contribué à créer un écosystème propice pour l'entrepreneuriat et l'innovation.
Donc, au cours de ce panel, nous allons essayer de répondre aux questions les plus fréquentes qui animent le monde de l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, je vais commencer par vous, Monsieur Julien. Quels sont, selon toi, les ingrédients clés d'un programme d'incubation réussi en Afrique? Alors, The secret recipe. Bien sûr. Sur l'incubation, alors ce qui est hyper important pour nous, c'est que l'entrepreneur se confronte très rapidement au marché. Nous, on croit beaucoup au format codev. Un atelier de co-développement, c'est un endroit où on va mettre les clients dans une salle. Et quand je parle de client, c'est vraiment la personne qui paye, c'est pas l'usager. On définit vraiment une différence entre la personne qui peut l'utiliser et le client. Souvent, le client et l'usager sont miscibles. Parfois, c'est pas la même personne. Quand vous allez acheter des couches pour votre enfant, l'usager, c'est l'enfant, mais la personne qui paye, c'est le parent. Donc, on veut vraiment très, très rapidement avoir un retour du terrain. Et donc ça, on pousse les entrepreneurs à en faire un très rapidement, parce que déjà de 1, ça les confronte à créer un réseau, parce que parfois on ne connaît pas son client et il faut quand même convaincre les gens, des gens qu'on ne connaît pas, d'aller les ramener autour du projet et puis déjà leur donner un retour. Et puis ça nous permet de valider à minima 3 hypothèses. La première, est-ce que mon projet répond à un besoin? Est-ce que c'est un besoin pressant, ce qu'on appelle un héritant fort? Parce que c'est surtout là-dessus qu'on va chercher à travailler. Est-ce que ma solution répond à ce besoin? Et si ma solution répond à ce besoin, est-ce que mon client il a un minimum budget pour acheter la solution? Ça, c'est vraiment au centre de la pédagogie. À la suite de ça, quand on a validé ce qu'on appelle cette phase de product market fit, là, on commence à travailler sur aller chercher des clients, comment utiliser des méthodes d'acquisition, de vente. Mais c'est fondamental de commencer là-dessus. On le fait sur tous nos programmes, que ce soit en France, que ce soit ce qu'on a fait au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Là, en ce moment, on a une promo aussi aux Comores, sur l'Afrique de l'Est. Et mes entrepreneurs sur les Comores, c'est un programme d'Expertise France. Ils sont en train de faire cette phase de co-développement. Et ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Ça évite souvent de perdre 6 mois, 1 an, où tout le monde connaît le mythe de l'entrepreneur qui est dans son garage, qui code, etc., puis qui se confronte jamais au marché. Ça, c'est terrible parce que c'est au bout d'1 an, on a créé un produit qui répond à aucun besoin et qu'on a un produit parfait, parce qu'on veut toujours un produit parfait. Ça, c'est quelque chose que l'entrepreneur va passer des heures et des heures et a honte de son produit. Mais en fait, si on a passé 1 an à faire un produit parfait qui répond à aucun besoin, bah, potentiellement, on a perdu 1 an. Donc, on est vraiment dans le plus rapidement possible se confronter au marché et se confronter au client final. Et en tout cas, c'est le cercle de la pédagogie sur les programmes que l'on fait. Tu as parlé de la création de réseaux, ce qui nous ramène à notre deuxième question. Comment les incubateurs peuvent-ils favoriser la création de réseaux et de partenariats entre les entrepreneurs? En fait, il y a 2 niveaux de réponse. Il y a un premier niveau de réponse sur les incubateurs, on a des coachs. La chose qu'on a à Kedge, c'est qu'on a des coachs à la fois alors, sur nos territoires, Marseille, Bordeaux, Paris. Et on a aussi des coachs au Sénégal et en Côte d'Ivoire qui sont entrepreneurs. La plupart des coachs qui bossent avec nous, ils sont payés, ils sont contents de travailler avec nous et ils sont entrepreneurs. Donc ça permet quand même de passer et d'éviter en tout cas les erreurs que les autres ont passées. La proposition de valeur d'un programme d'accompagnement, c'est de faire en 6 mois ce qu'on aurait fait tout seul en 2 ans, parce que l'échange de pairs va nous permettre d'éviter de faire les erreurs que d'autres ont déjà commis. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est surtout la force des promotions. En fait, moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle la fertilisation croisée. On fait beaucoup d'ateliers de co-développement sur les programmes. Entre eux, les entrepreneurs posent leurs problématiques, échangent, essayent de les résoudre, de se mettre en relation. Et ça crée déjà un premier réseau assez puissant. On fait beaucoup de facilitation auprès des promotions pour qu'elles puissent évoluer ensemble et qu'elles puissent s'entraider. Donc ça, c'est fondamental. Plus, évidemment, les réseaux qu'ils peuvent créer quand on les pousse à faire un co-développement. Parce que ça, c'est un premier réseau de clients. Et ça, c'est toujours fructueux d'avoir créé ce premier réseau de clients très rapidement quand on lance une entreprise. Je vais enchaîner avec une dernière question. Oui, bien sûr. Comment mesurer l'impact des programmes d'incubation sur le développement économique local? Alors ça, c'est une question vaste et qui est traitée par la recherche mondialement. Alors la recherche a pas encore eu de consensus. Hein. Elle est très très divisée sur le sujet et ça dépend aussi de pourquoi on le fait. Ça, c'est fondamental. Les acteurs, et d'ailleurs pour les entrepreneurs qui sont dans la salle, à chaque fois que vous rejoignez un incubateur, réfléchissez et dites-vous pourquoi cet incubateur veut me proposer un accompagnement. Il y a des raisons très différentes. Hein. Il y a des grosses boîtes qui vont le faire parce qu'ils veulent faire de l'open innovation ou juste faire de la communication. Il y a des bailleurs de fonds, peut-être comme Enabel, qui sont vraiment intéressés par le développement économique et qui là vont avoir des métriques terrain sur, alors ça peut être sur l'impôt généré, sur le nombre d'emplois créés, le nombre d'emplois pérennes qui sont créés. Et là, il y a même des questionnaires en recherche qui sont menés à 2, 3, 4, 5 ans pour vérifier s'il y a une durabilité ou pas. Donc ça, c'est très très variable. Moi, j'ai été sur la Côte d'Ivoire sur le programme Meet Africa, qui est un programme pour accompagner la diaspora ivoirienne. Là, il y a un enjeu, c'est de savoir combien arrive à créer un business périn, à minima entre la France et la Côte d'Ivoire, parfois directement en Côte d'Ivoire, mais les métriques elles sont là. Donc ça dépend, j'ai envie de dire, chaque programme a ses paramètres et a son enjeu.
Merci beaucoup, Julien. On va revenir Si, là merci. à Bonne journée. Enabel. Merci beaucoup. On va revenir à Enabel et à Monsieur Stéphano. Donc, comme première question, quels sont les principaux freins à l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest? Selon vous, selon votre expérience sur terrain en Guinée? Oui, chaque pays, on va dire que chaque pays est différent, mais il y a des éléments qu'on retrouve partout. Oui, il y a des éléments qu'on retrouve partout. Il va y avoir les questions de l'environnement des affaires, de l'environnement politique. Quelle que soit plus ou moins la stabilité qu'on peut avoir dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on se rend malheureusement compte que on ne sait pas prévoir avant, pendant et après les élections tout à fait comment le pays va se comporter, quels sont les mécanismes et les acteurs qui vont se mettre en jeu pour pouvoir garantir une certaine stabilité. Cela rend frileux l'économie, cela rend frileux le secteur financier, et donc cette instabilité économique et politique est généralement un frein. Associé à cela, on a, que ce soit réel ou perçu, les lourdeurs administratives qu'on rencontre dans la plupart des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, sur cette question de réglementation et sur cette question de politique, on a la question des réglementations où sur l'ensemble des pays, entre le moment où les textes de loi sont votés et le moment où les décrets d'application sont pris, il y a généralement un certain nombre de temps qui sont passés. Donc, le cadre réglementaire n'est pas forcément généralement mise en place pour pouvoir le faire. Certains pays se démarquent. Actuellement, le Bénin est en train de se démarquer. La Guinée que vous avez citée, on est justement dans cette phase d'incertitude où théoriquement, à la fin de cette année, on devrait avoir une élection, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et donc, les acteurs financiers sont réellement très frileux. Le deuxième aspect qu'on peut évoquer c'est l'accès au financement. Sur la question de l'accès au financement, les entrepreneurs et l'écosystème entrepreneurial de façon générale est très divergent. Il y a le discours qui dit que les moyens financiers existent, les moyens financiers sont là. La vraie question, c'est la question des garanties. L'entrepreneur, et notamment le jeune entrepreneur, n'a pas souvent des éléments de garantie à mettre sur la table pour aller chercher donc du financement. Donc la question de l'accès au financement est bridée et biaisée par l'absence de garantie et de facto par un coût élevé des crédits. Donc, pour pouvoir accéder au crédit, ce qui est demandé à l'entrepreneur est très élevé en termes donc de coût de crédit. Et finalement, et en dernière position, la question donc de l'investissement privé ou bien des investisseurs privés. Les réseaux de business angels se mettent en place, se structurent de plus en plus en Afrique et en Afrique francophone. Je redonne l'exemple du Bénin avec le BIBAN, Bénin Business Angel Network, ou le African Business Angels Network, mais on a encore très peu de financements privés africains qui sont injectés donc dans l'entrepreneuriat africain et notamment donc dans les pays francophones. Le troisième élément que je peux noter, que je peux citer et qui par contre là revient très souvent chez les jeunes entrepreneurs qui se lancent, c'est la question des compétences. Je disais dans un panel aujourd'hui que malgré le fait qu'on ait de plus en plus de formations notamment en ligne, qui permettent aux jeunes Africains de se former, d'être au même niveau, si je peux dire, de compétences. On se rend compte que les compétences, les bien formés, sont généralement très vite débauchés par les multinationales, par les grandes compagnies. Et donc, pour le jeune entrepreneur, trouver des ressources humaines compétentes qui ont envie de rester
durablement pour permettre à l'entreprise de se développer est souvent très rare. Et si tu en trouves et que tu le formes très rapidement, tu vas le perdre parce qu'il y a notamment les multinationales, il y a de grosses entreprises et en Guinée, comme on le dit souvent, la Guinée, c'est les mines. Donc, on a de très grosses entreprises minières qui sont sur le territoire, qui débauchent et le jeune entrepreneur ne peut malheureusement pas suivre. Ce que je n'ai pas dit, mais qui freine également très fortement l'entrepreneuriat, c'est bien entendu les questions d'infrastructure. Quand je parle d'infrastructure, je veux parler de l'énergie, je veux parler d'Internet, mais je veux parler aussi des infrastructures routières pour transporter, pour faire 100 km entre Conakry et Kindia, vous faites 3 heures de temps. Pour un entrepreneur, c'est de l'argent perdu et cela ne permet pas réellement donc de pouvoir rester durablement sur le marché. Voilà quelques éléments. On pourrait en rajouter malheureusement beaucoup d'autres, mais il y a beaucoup de freins à l'entrepreneuriat sur le continent. Ce qui nous ramène à notre deuxième question. De quel type de soutien ces jeunes entrepreneurs ont-ils besoin pour réussir ? Forcément, ces éléments que j'ai cités ont des solutions. En tout cas, on peut imaginer des solutions à certains. Des solutions pour certains qui dépendent donc du pouvoir public. Le dernier élément, la question des infrastructures. Il faut mettre à place ce que j'appelle souvent le socle de base pour la numérisation. Il faut de l'énergie. Donc, je pense qu'on a des solutions. Oui, on va discuter. Il faut de l'énergie. Il faut un Internet de qualité et il faut donc évidemment des routes. On s'amusait dans une discussion récemment avec quelques acteurs. Il y a un projet de Smart City en Guinée et donc la conclusion à laquelle on arrivait, c'était les chemins de fer vont se mettre en place, mais peut-être pas les villes, parce que les mines ont besoin de chemins de fer. Donc, les infrastructures, je pense que notamment les infrastructures de transport, ça va se résoudre. Dans certains pays, on le voit bien. Je reviens sur l'exemple du Bénin, où en moins de 10 ans, le nombre de kilomètres de routes qui ont été construits, des routes de qualité, on les voit. Donc, des solutions sont possibles et les solutions existent, notamment sur la question des infrastructures. Sur la question des ressources humaines, c'est là où malheureusement, Julien est parti, mais c'est là où justement les espaces d'innovation, les structures d'accompagnement, l'entrepreneuriat notamment peuvent jouer des rôles. Jouer le rôle d'accompagner, d'encadrer l'entrepreneur dans son organisation, l'organisation de son entreprise, le process de recrutement, le process de maintien des talents et réellement accompagner le plan de développement de ces ressources humaines. On pourrait éventuellement intégrer que la ressource humaine ne resterait pas 5 ans au sein de l'entreprise, mais 3 ans éventuellement, et comment est-ce qu'on planifie donc cela, l'intégrer directement donc dans sa planification. Donc, les structures d'accompagnement, la mise en place de vraies structures d'accompagnement avec de vrais programmes d'accompagnement tirés de l'expérience ou du terrain pour pouvoir accompagner réellement ces entrepreneurs, mais également la mise en place de programmes pour accompagner le développement de talents, le développement de ressources humaines pour le continent. Bien entendu, on associe à cela les acteurs de l'éducation pour pouvoir résoudre ce problème. La question de l'environnement des affaires, il y a bien entendu plusieurs mécanismes à mettre en place. Certains ne dépendent pas de l'écosystème entrepreneurial, mais là également des acteurs politiques. Mais il faudrait trouver donc des mécanismes, notamment pour la question des lourdeurs administratives et, comme je disais, perçues ou réelles. Là,
l'écosystème entrepreneurial peut trouver des solutions dans la modernisation de l'administration publique. L'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat numérique, peut être déjà même une solution pour cette question-là. Donc, je pense que et le dernier point que je pourrais évoquer, c'est par rapport au problème de l'accès au financement. Certains pays ont trouvé des solutions. Si on prend le Sénégal, qui a mis en place au niveau public des fonds de garantie, fonds 6 et fonds GIP, par exemple, des fonds de garantie pour l'entrepreneuriat féminin, les fonds de garantie pour les entreprises de services, fonds GIP et fonds 6, peuvent être des exemples qui peuvent émuler dans les différents pays, dans les écosystèmes qui existent. Et sur ce dernier point, je le disais en l'entame, pour certains entrepreneurs, la question du financement n'est pas un problème. L'argent existe, les moyens existent. Pour preuve, sur 2023, sur le secteur de l'entrepreneuriat numérique, pendant qu'on voit dans le monde entier la baisse des investissements de plus de 50% sur les pays francophones, on a une progression de 3% sur les investissements. Donc, les moyens financiers existent. Comment est-ce qu'on peut les mobiliser? Quels sont les acteurs qui peuvent permettre de les mobiliser? Donc, le secteur privé peut jouer un rôle en structurant donc l'investissement privé. Merci beaucoup. Une dernière question un peu particulière. Comment Enabel accompagne-t-il les femmes entrepreneurs en particulier? En particulier pour les femmes entrepreneurs, Enabel a cela à cœur. Je pourrais donner l'exemple de 3 initiatives mises en place par Enabel sur ces 3 dernières années. Le premier, c'est le prix AWA. Prix AWA, qui est un concours international pour identifier des innovations entrepreneuriales portées par les femmes et spécifiquement par les femmes et les primer dans un concours que je peux dire international puisque c'est ouvert sur les 20 pays partenaires de Enabel. Et donc, cette initiative permet de détecter chaque année une dizaine, une quinzaine de projets sur les 20 pays partenaires, de les primer, de les honorer, de mettre de la lumière sur ces projets, sur ces femmes qui innovent et qui transforment donc leur société. La deuxième initiative, excusez-moi, la deuxième initiative est une boîte à outils sur l'entrepreneuriat féminin que Enabel a mis en place avec un partenaire qui est Empower Air. Donc, cette boîte à outils est à la disposition des organisations de femmes et de n'importe quel programme de développement qui veut accompagner le développement de l'entrepreneuriat féminin. Donc, actuellement, Enabel utilise cette boîte à outils, notamment en Guinée, au Sénégal, au Rwanda, Burundi, pour des projets pour environ 20 millions d'euros si on met l'ensemble de ces 4 pays-là en commun. Et la troisième initiative que je peux mentionner pour Enabel, c'est au Bénin. Donc, vous avez parlé en l'entame de DigiBoost. Donc, DigiBoost a permis justement de professionnaliser ou de structurer, oui, je dirais plutôt de structurer une communauté d'entrepreneurs dans le numérique au Bénin à travers donc ce projet-là DigiBoost et cette communauté, c'est le Women in Tech Bénin qui est donc un réseau de professionnels, de femmes dans le numérique et l'accompagnement a permis donc les 3 dernières années à avoir donc un réseau d'une 40aine de femmes sur le pays qui traversent le pays, font de la sensibilisation sur les STEM pour les filles, mais également sur les métiers du numérique, notamment spécifiquement pour les femmes, et les accompagnent à organiser événements, activités, concours et plein d'autres initiatives permettant de mettre en avant donc l'entrepreneuriat féminin dans le numérique. Merci beaucoup, Monsieur Stéphano. On va passer là à Monsieur Tenon. Ma première question serait quelles sont les technologies les plus prometteuses pour l'Afrique de l'Ouest?
D'accord, merci pour la question. Euh, les technologies les plus prometteuses pour l'Afrique de l'Ouest. Difficile de citer une liste exhaustive donc, de technologies. On va essayer donc de donner quelques-unes. Je pense que la technologie, déjà la plus évidente, c'est l'intelligence artificielle. Donc, déjà commencer par automatiser les process. Donc, nous sommes dans un pays où il est régulièrement dit que que l'avenir du pays repose sur l'agriculture. Et de plus en plus, nous passons donc à une phase d'industrialisation, pardon, donc de transformation de ces matières premières-là. Donc, il est important pour aujourd'hui, pour les États africains pour les États africains donc de l'Afrique de l'Ouest qui ont sensiblement les mêmes problématiques, donc dont l'économie est essentiellement basée sur l'agriculture, de déjà commencer par l'automatisation donc de ces process-là en s'appuyant donc sur des applications telles que des applications donc issues donc de l'intelligence artificielle et autres. L'une des technologies clés également, ce serait donc les énergies renouvelables. Je pense il faut de plus en plus faire la promotion, par exemple, donc des énergies renouvelables. Je pense par exemple donc à l'énergie solaire, qui est une alternative donc non seulement aux énergies fossiles, mais également qui permet donc très vite de se projeter donc dans des États ou dans des villages ou dans des localités quand même assez reculées. Donc c'est des technologies. Je parle par exemple donc de la couverture réseau et Internet, ce qui est aujourd'hui primordial. Vous avez de plus en plus donc de personnes d'un certain âge. Je parle toujours pour ces États de l'Afrique de l'Ouest, des personnes qui ne savent ni écrire ni lire, mais qui savent utiliser WhatsApp par exemple. Et ça, vous avez donc en y apportant donc en s'appuyant sinon sur des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, vous donnez à ces possibilités à ces personnes donc la possibilité déjà d'avoir donc des smartphones, des téléphones, donc et d'avoir accès à Internet, ce qui pourrait quand même accélérer le développement dans ces localités-là d'une certaine manière. Un des aspects sur lesquels il faut également mettre l'accent, qui est déjà très développé d'ailleurs, et je pense qu'on le fait très bien, c'est les technologies financières. Vous avez aujourd'hui, je veux dire, le mobile money qui est très développé. Vous avez en termes de taux de pénétration, donc plus de 80% aujourd'hui, donc je veux dire des populations qui ont accès donc au mobile money aujourd'hui, et je dirais même peut-être un peu plus, je ne vais pas trop m'aventurer sur les chiffres, mais aujourd'hui, donc ce serait vraiment donc de s'approprier donc cette technologie de la fintech et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait proposer des solutions concrètes, notamment dans le domaine de la santé, notamment l'accès donc à des soins via vraiment donc toutes ces technologies. Comme ça, je pourrais également donc aller sur la blockchain parce que la blockchain nous permettrait donc d'assurer non seulement la traçabilité donc des différentes transactions, de sécuriser donc ces différentes transactions. Voici entre autres vraiment les technologies que j'aurais citées tout de suite comme ça de mémoire qu'il faudrait mettre en œuvre. Après, quand on parle de technologie, il faut parler également de la mise en œuvre. Donc voilà, la mise en œuvre donc de ces technologies passe par, on va dire, par le développement d'un écosystème déjà, donc par le développement d'un écosystème, par la formation donc des personnes à qui est destinée donc ces technologies, parce que c'est bien beau de mettre en place donc des technologies donc de traçabilité donc dans le domaine agricole, s'assurer que qu'on arrive à suivre donc nos productions. Je vais sur un domaine qui m'est cher, donc la gestion des déchets et tout ça. Il faut faire beaucoup de sensibilisation et beaucoup de formation donc sur cette population cible afin qu'elle puisse s'approprier cette technologie pour que elle puisse vraiment pour qu'on puisse vraiment aller assez rapidement et rattraper le retard qu'on a quand même. Une deuxième question, Monsieur Tenon. Quels sont les défis liés à l'adoption de ces technologies par les entrepreneurs africains? Le principal défi pour ma part serait déjà les infrastructures. Pour pouvoir avoir les infrastructures, donc pour pouvoir aller sur ces technologies. Moi qui suis dans le numérique, qui a commencé vraiment dans le numérique, je pense que l'une des grosses difficultés, c'était vraiment l'accès donc à ces architectures. Je ne vais pas citer certains sites, mais je fais aujourd'hui, je suis pour l'hébergement, je veux dire, des serveurs de messagerie, donc de structures
de grandes structures, parce que dans le cadre donc, d'une autre structure, donc, je fais également donc, ces hébergements-là, mais mes serveurs sont obligés donc, de se retrouver ici, donc, soit en Europe ou aux États-Unis. Donc je vais dire déjà ça en termes pour la sensibilité donc, des données qu'on traite. J'estime que l'infrastructure déjà doit nous permettre quand même donc, d'avoir accès et donc pouvoir développer donc, ces solutions-là. Après, à côté donc des infrastructures, je parlerai plutôt donc de la politique, donc d'un cadre donc des. Faudrait quand même que nos politiques, ils font déjà beaucoup d'efforts, mais il faudrait quand même que nos pouvoirs politiques quand même essaient de s'approprier déjà ces technologies-là. Vous imaginez que vous vous retrouvez avec aujourd'hui certains ministères qui, quand on regarde, en fait, je vais dire, en termes de digitalisation, il y a quand même un certain nombre de choses à faire. J'estime que si ces pouvoirs politiques-là s'approprient donc ces technologies-là, les autres vont suivre. Parce que ça va créer des cas d'école, il y aura de l'émulation, et puis je pense que des initiatives pourront se succéder et pourront aboutir à quelque chose de beaucoup plus concret. Une dernière question. Comment créer un écosystème numérique favorable à l'émergence de start-up innovantes? Déjà, ça commence par un cadre réglementaire. Ouais. Donc, pouvoir avoir un cadre réglementaire. En Côte d'Ivoire, je pense qu'au Sénégal, ils l'ont réussi également. Il y a en Côte d'Ivoire, notamment sur la Startup Act, qui est quand même très Tunisie avancée. aussi. Voilà, donc en Tunisie également, je pense qu'au voilà, au Sénégal, ils l'ont bien réussi également. Donc, ça passe déjà par ça. Donc, quand on a un cadre réglementaire, je pense que ça facilite quand même énormément de choses. Après, ça part également, donc, comme je le dis, avec de la sensibilisation et de la formation. Il faudrait quand même que qu'on mette beaucoup d'accent sur la formation, parce que tout part de la formation. Quand on a des utilisateurs qui sont formés, qui sont conscients de ce que la technologie peut apporter, de l'efficience que la technologie peut apporter, ben, je pense qu'on s'y met tout de suite, quoi. Voici ce que je dirais déjà pour la création d'un écosystème qui favoriserait donc, le développement donc, de ces États-là en se basant sur le numérique. Merci beaucoup, Monsieur C'est bon. Tenant. On va passer à Monsieur Vincent avec un focus sur l'accès au financement. La première question, quels sont les principaux défis auxquels les startups africaines sont confrontées pour accéder au financement? J'en ai aucune idée. Non, mais véritablement, j'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Parce que, en fait, si vous voulez, nous, aujourd'hui, on n'est pas une solution. Nous, les solutions, elles sont à ma gauche. Nous, on est un moyen. Alors, je vais un peu rebondir sur ce que vous dites et je vais un peu la changer. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pris pour acquis quelque chose qui, malheureusement, dans beaucoup de pays du monde, n'est pas acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous entreprenez, personne ne se pose la question en France de l'accès à l'électricité. Personne. Qui, aujourd'hui, ici... Alors, aussi, petite anecdote, vous savez, quand vous étiez gamin et que vous ne mangiez pas, on dit finis ton assiette parce qu'il y en a qui n'ont pas assez à manger. Ben, moi, quand j'étais petit, mon père, il me disait mange ton assiette et profite de l'électricité. Et j'ai jamais compris. J'ai vraiment jamais compris. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est dans les discours que j'entends, avec qui on discute, etc., c'est qu'aujourd'hui, il y a une réelle problématique dans certains pays du monde, hein, pas que sur le continent africain, dans certains pays du monde, qui n'existent pas ailleurs, et notamment l'accès à l'électricité. Et si vous voulez, nous, finalement, on n'est qu'un moyen pour enlever ce biais que beaucoup de chefs d'entreprise ont, je pense, de comment je fais pour faire ça parce que j'ai des problèmes d'électricité. Nous, on est juste là pour essayer de dire, ça, mon coco, n'y pense pas. Nous, on t'apporte la solution. Nous, on t'apporte une solution. Après, t'en fais ce que tu veux. Nous, de toute façon, sans toi, on peut rien faire. Et alors, on n'a pas la réponse absolue, mais on a une réponse qui permet rapidement et pour très peu de coûts de répondre à cette question d'électrification. Donc, quand vous me dites quelles sont les sources de financement, comment faire pour les financements, moi, j'en sais rien. Parce que moi, en fait, j'ai pas aujourd'hui le financement, c'est pas notre sujet. Nous, notre sujet, c'est justement de trouver des partenaires
avec qui des innovateurs, qui eux vont sans doute avoir cette question de financement, mais encore pas tout à fait vrai, mais d'avoir des partenaires qui eux ont des idées, les accompagner dans les idées. Nous finalement on règle un problème que Edison lui-même avait déjà techniquement réglé, c'est-à-dire l'électricité. Nous en fait on ferme juste le bouquin, on dit juste voilà, bon bah voilà c'est fini, bon qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Pas du tout. Je vais enchaîner avec une dernière question. Bien sûr. Moi, Moi j'ai pas de deuxième question, j'ai qu'une dernière. dernière. Tu n'as pas répondu à la première, donc... Ouais, je comprends, le j'aurais droit à fait pareil. une question uniquement. J'aurais fait pareil. Une dernière question. Quel rôle jouent les investisseurs privés et les institutions financières internationales pour combler le gap de financement? La question, hein, que je veux dire. Eh bien. Bon, après, pour votre défense, j'ai pas eu les questions. Donc, non, bah, écoutez, encore une fois, moi, je ne peux pas vous répondre à cette question. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, au contraire, quand l'entrepreneur, lui, il va présenter son dossier, ou alors il veut faire un projet, quelque chose, etc., nous, on va bien sûr l'accompagner et on va peut-être aussi, pour l'investisseur, qui soit national, international, lui dire, écoutez, cette partie-là, vous embêtez pas, de toute façon, c'est géré de A à Z. Donc, par rapport à est-ce que ça va fonctionner parce qu'il va réussir à se brancher, etc., là-dessus, on peut dire, il n'y a pas de souci. C'est tout ce que je peux vous répondre. Je suis désolé. Merci beaucoup pour vos insights. Avant de terminer cette session, je vais vous demander de faire un petit récap chacun des points clés sur l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si tu veux commencer, comme tu n'as pas répondu aux deux premières questions. Du coup, qu'est-ce que vous attendez de moi, pardon? Des points clés, les points à retenir. Moi, si vous voulez, aujourd'hui... Selon toi. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, pour vous expliquer très rapidement, aujourd'hui, on a travaillé avec puisque nous, à la base, on est un groupe d'industriels. On a travaillé sur un produit qui existe depuis 20 ans en France, qui est en fait un Lego qui est totalement modulable pour répondre à tout type d'innovation de besoin que des pays d'Afrique de l'Ouest peuvent avoir, des envies, des projets, mais qui aujourd'hui ont justement cette limite d'énergie. Donc ça s'appelle à tort une voiture, mais en réalité, nous, on déplace de l'énergie. Notre seul job, c'est de vous dire, on arrive à vous déplacer, à vous déstocker de l'énergie. Et dans cette logique, on a besoin d'innovateurs, on a besoin de personnes qui sont sur le terrain pour nous expliquer quelle est leur vision, comment on va le faire. Je vous donne un exemple. Moi, je viens d'Alsace. Si vous me dites de Colmar, va à Strasbourg, pas de problème. Je vous dis, tu prends un droit, tu vas à Pfettisheim, après tu vas à Ensisheim, là tu prends un droit, tu arrives. Mais moi, vous m'emmenez dans des pays comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Moi, j'y connais rien, moi. Et j'ai aucune prétention à le faire. Pas du tout. Au contraire, on n'est pas une solution, on est un moyen de travailler avec des gens pour arriver à leur solution. Ça, c'est ce que nous, on a pour cœur. Et c'est pour ça qu'on veut se consacrer totalement au continent africain, parce qu'on est persuadé qu'avec eux, qui est, je pense, enfin, c'est ce qu'on pense chez FAM, un continent qui est bouillonnant, qui a cette soif qu'aujourd'hui beaucoup de pays n'ont plus, d'aller entreprendre, d'aller chercher, de réfléchir plus loin que ce qu'on nous demande. Bah, nous, on est persuadés qu'eux peuvent être aussi une lumière, sans jeu de mots, pour nous apprendre aussi à nous à revoir la manière dont on a de consommer et dont on a utilisé l'énergie, qui est un vrai enjeu, puisque finalement, aujourd'hui, l'énergie, vous l'utilisez comme un robinet. Vous ouvrez quand vous avez besoin, vous fermez quand vous n'avez plus besoin. Et je pense qu'il y a une réelle mutation qui va se jouer ces prochaines années, et que ça va se faire principalement sur le continent africain, et que nous, on va observer comme des idiots ce qu'ils vont faire pour répliquer ce qu'on... chez nous. Ça, c'est mon avis personnel.
Donc j'ai beaucoup aimé votre présentation, monsieur, parce que ça crie en fait de ce que nous vraiment on a envie, et de travailler avec des gens comme vous pour justement vous accompagner et développer tous les projets, les entrepreneurs qui peuvent exister sur le continent dans notre solution. Merci beaucoup, monsieur Vincent. On passe à monsieur Tonon. Je dirais pour résumer, vous avez dit les outils qu'il faut pour l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, c'est ça? D'accord. Moi, je pourrais résumer, je dirais qu'il faut, je reviens sur l'appropriation donc des technologies déjà existantes. Je pense qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude. Il y a des technologies, il y a des États qui ont mis des entrepreneurs, des États qui ont mis des années donc à faire de la R&D, donc à sortir des solutions qui marchent très bien. Il faudrait quand même qu'on essaie de voir ce qui est réplicable et adaptable en fait, donc je veux dire à nos réalités. Et moi, je pense que l'Afrique aspire au développement, l'Afrique de l'Ouest aspire au développement, et je ne connais aucun État qui s'est développé donc sans l'industrialisation. On va forcément passer par l'industrialisation, et je vais dire on peut partir beaucoup plus vite si on s'approprie donc déjà ces technologies qui existent aujourd'hui. Cela nous permettrait donc de rattraper dans la mesure du possible en tout cas, un certain retard, et donc de réaliser certaines choses qui pourront être réplicables également. Donc je vois ici, comme il le disait tout à l'heure. Et faudrait, juste pour terminer, désolé, faudrait quand même que dans notre élan de développement, qu'on tienne compte quand même donc des générations futures. Faudrait que notre développement s'inscrive donc dans une démarche non seulement donc de réalisation donc de nos souhaits aujourd'hui, mais également de préservation des ressources pour les générations futures. Parce que ça, c'est surtout important. Merci beaucoup. Monsieur Stéphano. Je ne sais pas si j'ai un mot, mais je pense qu'entreprendre sur le continent, si on doit retenir quelque chose, ça doit être aujourd'hui adaptabilité. Entreprendre sur le continent, on l'a vu, c'est plus ou moins naviguer entre un certain nombre de contraintes, même si des solutions existent. Les solutions pour parler rapidement des questions de financement, les solutions existent notamment, et c'est peut-être pas les solutions qu'on connaît en Occident, mais les solutions existent. Pour démarrer, pour l'amorçage, on a des love money. Tu vas aller demander à ton parent, il va te donner un peu de sous, de moyens pour pouvoir démarrer ton entreprise. Pour aller chercher à croître, il y a aujourd'hui des investisseurs qui sont là, pour en citer un, Partech, pour les entreprises dans le numérique, par exemple. Les agences de développement mettent des ressources pour l'amorçage également, et aujourd'hui accompagnent un certain nombre de structures. C'est ce que fait Enabel en Guinée, par exemple, à accéder au financement. Ils accompagnent après Emerging Valley, Enabel va accompagner 19 entrepreneurs sur Paris pour aller voir comment est-ce qu'on accède au financement, pour se former sur cette question-là. Donc, sur l'accès au financement, les moyens existent, mais entreprendre sur le continent, c'est naviguer entre donc ces différents éléments et de contraintes que j'avais mentionnées, et donc c'est de pouvoir s'adapter aux réalités de l'entrepreneuriat sur le continent. L'exemple qu'on donne le plus souvent sur cette question d'adaptabilité, c'est sur le e-commerce, où l'entreprise de e-commerce Jumia arrive à prospérer, alors que quand Cdiscount est venu en Afrique, au bout de 2 ans, elle s'est cassée la gueule et elle n'a pas pu s'implanter sur le continent, alors qu'ils ont commencé dans le même écosystème qui était la Côte d'Ivoire. Pourquoi Jumia arrive à s'exporter de la Côte d'Ivoire au Nigeria, au Sénégal, alors que Cdiscount s'est cassé la gueule? Donc ça, c'est donc la question d'adaptabilité. Et donc, oui, entreprendre en Afrique, c'est connaître les réalités du continent, qui sont donc ces contraintes, c'est pouvoir s'adapter, et c'est pouvoir trouver donc des mécanismes pour pouvoir répondre aux besoins réels des populations. Merci beaucoup, monsieur Stéphano. Bravo pour tout ce que vous faites, Enabel. Et merci beaucoup. Et je pense qu'on peut terminer la session. On est dans les temps ? Parfait.